Pesticides, même la pluie, dans radiofrance.fr du 17 juin 2025. Une étude japonaise publiée le 31 mai 2025 dans la revue G-Stage de l'Agence japonaise de sciences et de technologie montre, sur 2 villes étudiées pendant 1 an, Tsukuba et Kashiwa, que la somme des néonicotinoïdes mesurés dans l'eau de pluie se situait en moyenne entre 1 et 2 nanogrammes par litre. Ce chiffre peut paraître dérisoire, mais il faut les considérer à l'aune des immenses volumes de pluie qui se déversent sur des surfaces très importantes. Jean-Marc Bonmatin, chargé de recherche au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans, explique le cheminement qui mène les particules d'insecticides à retomber avec la pluie. C'est le cycle de l'eau, avec l'évaporation, plus précisément le mélange de l'eau qui s'évapore avec les polluants. Ensuite, le mécanisme de condensation, c'est-à-dire qu'une fois que le nuage est formé, les gouttelettes se forment, et là aussi, c'est une possibilité de récupération des polluants atmosphériques. Enfin, la précipitation, où les gouttelettes qui tombent peuvent solubiliser les polluants, en particulier les néonicotinoïdes. Autrement dit, à la pollution due aux traitements agricoles qui, par phénomène de ruissellement, provoquent la contamination des champs alentours, jusqu'aux mares, aux rivières, aux fleuves et aux estuaires, s'ajoute avec les nuages contaminés une contamination sur une plus grande distance. On sait que les insecticides tuent non seulement tous les insectes, mais également tous les invertébrés qui sont à la base alimentaire des oiseaux et les zooplanctons qui sont le socle de l'alimentation des poissons. Quant aux humains, il a été prouvé que les néonicotinoïdes avaient des effets de perturbateurs endocriniens, peuvent affecter le neurodéveloppement du fœtus, donc la formation du cerveau, provoquer certains cancers, engendrer des maladies rénales, chroniques, etc. L'idiotie du siècle dans monsieurmondialisation.org du 29 septembre 2025. Parce que le transport fluvial de marchandises est moins polluant que le transport routier, la construction d'un canal de 107 km est projetée afin de relier la Seine aux ports de Rotterdam et d'Anvers. En fait, le canal ne transportera pas les biens de consommation courants que l'on trouve habituellement dans les camions, mais surtout des matériaux lourds comme les granulats ou des productions agro-industrielles vouées à l'export. Pire, le projet nécessitera plus de 8 millions de trajets de camions supplémentaires par an pour alimenter les quais du canal. Autrement dit, le flux routier augmentera significativement. Conséquence, des méga-péniches emprunteront la gigantesque voie navigable, ce qui condamne le fret ferroviaire largement moins polluant. Le coût de ce fantasme, 10 milliards d'euros d'argent public. Les multinationales de l'agro-industrie et les grandes entreprises du BTP se frottent les mains. Il faut ajouter les dévastations écologiques d'un tel projet. Il faudra stocker 35 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent de 55 fois la méga-bassine de Sainte-Soline, dans une région déjà affectée par les sécheresses, au risque de vider les nappes phréatiques et d'aggraver les conflits d'usage entre agriculteurs, habitants et industrie. En outre, le projet détruira plus de 3000 hectares de zones agricoles et naturelles parmi les plus fertiles de France. Au total, ce seront 78 millions de mètres cubes de terre qui seront terrassés. Plus de 200 espèces protégées sont menacées par la destruction de leurs habitats. La Cour des comptes européenne a jugé ce projet irréaliste. Les monstres atmosphériques dans sciencepost.fr du 24 septembre 2025. Le cypertyphon Ragasa défie les lois de la physique atmosphérique. Avec des vents atteignant 285 km/h, cette tempête inédite approche dangereusement de la limite théorique maximale que notre planète peut générer. Ces monstres atmosphériques naissent d'un processus connu. L'évaporation de l'eau océanique chaude crée une humidité ascendante qui se condense en nuages d'orage. Plus l'océan est chaud, plus le système reçoit d'énergie, transformant une simple dépression en machine de destruction. Or, les températures océaniques records enregistrées depuis mars 2023 ont fourni un carburant quasi illimité à cette tempête, lui permettant d'atteindre une intensité dont les modèles climatiques traditionnels ne peuvent rendre compte. Rappelons qu'un typhon devient officiellement un super typhon dès que ses vents dépassent 185 km/h. Avec ses 285 km/h, Ragasa crée une catégorie nouvelle. À l'évidence, le réchauffement climatique est à l'origine de ces dangereuses anomalies. Les océans accumulent la chaleur excédentaire due aux émissions de gaz à effet de serre qui alimentent directement l'intensification rapide des cyclones tropicaux. Plus les océans se réchauffent et plus ils peuvent alimenter des tempêtes puissantes qui, à leur tour, perturbent les équilibres climatiques régionaux. C'est un cercle vicieux. Conclusion, notre planète produit désormais des phénomènes météorologiques qui s'approchent des limites de ce que nous pensions physiquement possible. La question est, l'humanité pourra-t-elle s'adapter à ces nouvelles puissances dévastatrices naturelles ? Les champions français de la pollution dans Reporter.net du 19 septembre 2025. Réseau Action Climat a publié une étude le 18 septembre 2025 recensant les 50 sites industriels français qui émettent le plus de CO2. C'est ArcelorMittal qui prend les 2 premières places du classement avec son usine de Dunkerque et celle de Fos-sur-Mer. Leurs rejets constituent à eux seuls 5/5 de ceux de toute l'industrie française. En 3e position, Nafta Chimie, une usine spécialisée dans les produits chimiques implantée à une 30aine de kilomètres de Marseille, sur la raffinerie de l'Avera.
Ensuite, 6 cimenteries du groupe Lafarge, une raffinerie de pétrole de Total Energy au bord de la Manche, une unité de production d'Arkena ou encore 2 sites de la multinationale experte en transformation de minéraux, Imerys, complètent le classement des 13 premiers. Toutes ces entreprises enfreignent la loi. Rejet de polluants illégaux, mise en danger de la vie d'autrui, falsification de documents. En mars 2025, ArcelorMittal a été mis en examen par le parquet de Marseille. Arkema collectionne les accusations de contamination au FAS et Imerys, désireuse d'ouvrir une mine de lithium dans l'Allier, a été rattrapé il y a 6 mois par un scandale en Amazonie. Le groupe Lafarge est soupçonné par la justice de complicité de crimes contre l'humanité et financement d'une entreprise terroriste, l'État islamique, sans parler des exactions de Total Energy en Ouganda. Quant au rejet de CO2, l'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque a enregistré une augmentation de 12% de ses rejets de gaz à effet de serre en un an. Au total, 8,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère en 2024, soit l'équivalent de plus de 9,6 millions de vols Paris-New York. La cimenterie Calcia en Charente-Maritime a augmenté son empreinte carbone de plus 234% en 12 mois. Que se passe-t-il? Rien. Pourquoi? Parce qu'en 2024, Total Energy a dépensé plus de 5 millions d'euros en lobbying et ArcelorMittal près de 2 millions. Une limite planétaire de plus dans bonpod.com du 24 septembre 2025. Rappelons ce que sont les 9 limites planétaires. Selon l'équipe des chercheurs conduite par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center, les conditions existentielles du vivant sont au nombre de 9. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, l'intégration de nouvelles entités dans la biosphère, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'acidification des océans, l'utilisation et cycle de l'eau douce. Le 9 juin 2025, l'étude de Finlay annonçait que la limite planétaire de l'acidification des océans était dépassée. Aujourd'hui, le dépassement a été confirmé par une évaluation scientifique du Potsdam Institute for Climate Impact Research. Nous avons donc franchi 7 des 9 limites planétaires, dont 4 seulement en 4 ans. Apportons quelques précisions sur cette nouvelle limite franchie. Le GIEC définit l'acidification des océans comme la baisse du pH de l'océan sur une longue période, des décennies ou plus, causée principalement par l'absorption du dioxyde de carbone venant de l'atmosphère, mais aussi par l'apport ou le retrait de substances chimiques venant de l'océan. L'acidification anthropique de l'océan désigne la part de la baisse du pH qui est imputable aux activités humaines. La première cause de l'acidification des océans est de très loin l'émission de CO2, devant les activités agricoles qui contribuent à émettre dans l'atmosphère de grandes quantités de composés azotés. Sachant que par le passé, la perte d'oxygène couplée à un réchauffement climatique et une acidification des océans a systématiquement mené à une extinction de masse, il y en a eu 5, saurons-nous éviter la 6e? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.